première, c'est que ce qui se passe dans ce secteur de la santé, comme dans tous les autres secteurs aujourd'hui, c'est que le capital, les patrons, c'est quand même le capital, s'en sort de mieux en mieux et les salariés de moins en moins bien. C'est, dans un domaine comme celui de la santé, c'est quand même assez effrayant. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que les gouvernements soient de droite ou de gauche, je dirais pas de gauche, socialiste, hein, soyons, tu parlais de Bachelot, Le Branchu, Touraine, en fait, depuis des années, ils cassent. Et ça fait tout à fait référence à tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans notre joli pays qui a eu des avancées extraordinaires, qui a été le pays des droits de l'homme et qui aujourd'hui n'est plus tout à fait le même si nous défendons cette histoire-là et cette conception-là. Et après, je pense que c'est intéressant que tu sois intervenu sur le problème des déserts médicaux, parce que Fontaine est confronté directement à cette question, que ça a été, je pense que nombreux sont ceux qui sont là, qui s'en souviennent, un des sujets qui a marqué la campagne des élections municipales, où on a eu, y compris dans les journaux, qu'on a sorti un témoignage de médecins sur ces questions, et que les habitants sont confrontés à ça. Maintenant, c'est plus seulement pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo qu'il faut attendre longtemps, y compris chez les médecins. Avant, on était malade, on arrivait à avoir un médecin le jour même, quoi. Ce qui, dans plein de cas, est essentiel, parce que, alors que maintenant, c'est plus tout à fait la même chose. C'est une sacrée bataille, et là aussi, c'est quelque part une conception, une autre conception des questions de santé qui est en cause, quoi. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, j'ai simplement essayé de... Moi, je voudrais avoir une précision par rapport donc, à la maison de santé, au centre de santé. Parce que bon, pour moi, enfin, j'aimerais bien voir la différence entre ces deux choses. Par rapport à la loi santé, tu l'as très bien dit, Hollande et Touraine, non seulement ils n'ont pas respecté leur engagement, il me semble qu'au meeting du Bourget, ils avaient dit qu'ils reviendraient sur la loi Bachelot. Non seulement ils ne sont pas revenus dessus, mais ils l'ont empiré un peu plus, hein, tu l'as très bien détaillé, entre les GHT qui créent, les ARS dont le rôle est renforcé. Bon, ce que je vois, c'est que l'hôpital public aujourd'hui est devenu une entreprise, point. Ça me paraît plus clair comme ça. Les gestions telles qu'elles sont organisées, on a des entreprises privées qu'il faut rentabiliser plutôt qu'ils répondent aux besoins de santé des gens. Par contre, sur la loi de santé, tu ne l'as pas évoqué. Moi, il me semble qu'il y a eu un point qui était positif, il n'y avait pas 50, c'était la généralisation du tiers payant. Alors, même si c'est pas ça qui va régler complètement les difficultés, mais ça permet de ne pas faire l'avance des frais de santé. J'avais vu que c'est en place dans 24 pays des 27 de l'Union européenne, sauf la France. Et il y a eu ce conflit des médecins que je n'ai pas trop apprécié, sachant que très peu le savent, moi je le dis chaque fois que j'interviens, on finance en grande partie leur cotisation sociale. Donc il ne faut pas non plus qu'ils pleurent trop souvent. On en finance les 3 quarts, on va dire. Hein. Et dans le même temps, ils bénéficient, ça se discute en ce moment, de ce qu'on appelle la ROSP, la rémunération d'obligation de service public, qui fait qu'aujourd'hui un médecin généraliste touche en moyenne 32 € par consultation, et ce n'est pas 23. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui se rajoutent, financées par l'assurance maladie, qu'on finance par ailleurs. Bon, ça, je pense qu'il faut bien le rappeler. Et sur ce tiers payant, je pense que Touraine a baissé la garde. J'ai vu que le Conseil constitutionnel n'a validé que la partie maladie, et pas la partie complémentaire, mais je pense que tout ça a été bien organisé pour qu'on arrive là. Donc sur ce tiers payant, je trouve que c'est dommage qu'ils ne se mettent pas en place, même si l'objectif c'est d'être au 100%. Ensuite, il y a un point que tu n'as pas abordé, alors, je ne sais pas si
dans les questions de santé, tu as parlé de deux lois. La loi donc Sécu 2016 et la loi santé. Il y a la loi vieillissement aussi. Ah oui. Parce qu'il y a eu 3 lois qui ont été votées dans la même période. Là aussi, je déplore qu'ils aient retiré de la loi toute la partie EHPAD, un établissement public qui permet donc aux personnes âgées en perte d'autonomie d'être acceptées dans de bonnes conditions, même si avec les moyens financiers qui sont en baisse, c'est de plus en plus dur. Et donc le fait que les EHPAD ont été retirés de la loi, moi je trouve que c'est inadmissible. J'avais vu une étude qui disait qu'il faudrait 540 000 places supplémentaires d'ici 2040. Or, si ce n'est pas dans la loi, j'ai peur que ce soit le privé qui construise des établissements à 3 000, 4 000 euros le mois, que personne ne pourra se payer, à part les gens aisés. Ça, je pense que c'est une chose aussi qu'il faut souligner. Et moi, il me semble que là, c'est important. Et dernière chose, je ne l'ai pas entendu dire, mais la loi de financement Sécu 2016 a mis en place la PUMA, la protection universelle maladie. Et moi, je considère que cet aspect de la loi, à mon avis, la plus grave attaque qu'on ait connue depuis 1945, parce qu'elle coupe en deux le financement. Elle reste dans le contributif, retraite, chômage, indemnité journalière maladie, indemnité journalière, oui. Par contre, elle met la maladie dans le non contributif avec la famille financée par l'impôt. Donc ça veut dire que ça éclate en deux le financement qu'a bâti Croizat. Et je trouve que c'est assez mésestimé, cette attaque, je le répète, moi c'est la plus grave depuis 1945, et je trouve que là-dessus on est un peu frileux, à tout niveau. Bon, je sais que le parti, on fait du boulot, tu l'as dit, au Sénat, bon, on n'est pas entendu dans ce qu'on propose, mais y compris au niveau syndical, moi je suis aussi à la CGT, bon, on est un peu en dessous par rapport à ces dangers que ça représente. Alors, je sais qu'il y a la loi travail, il y a tout un tas de choses qu'on combat aujourd'hui, mais il me semble qu'il ne faudrait pas trop qu'on reste en retrait sur ces questions-là, car là, je le répète, ils sont vraiment en train de s'aborder ce qu'a bâti Croizat. Conseil départemental, et ils sont en train de diminuer de façon drastique les effectifs, de supprimer des prestations. Alors, je n'ai pas vraiment en tête, mais il y a de moins en moins de consultations, parce qu'il y a de moins en moins de personnel, donc par rapport à la tuberculose notamment, au VIH, dépistage du VIH, enfin SIDA, voilà. Une autre chose, c'est pour les personnes qui sont en cours, en attente de pouvoir occuper le territoire français, donc les sans-papiers ou les réfugiés, et oui, tout ce qui est migrant, toutes les personnes migrantes. Et avec la fin des allocations versées par le département, les familles, ça y est, se retrouvent sans rien. Donc, elles ne sont pas encore autorisées, quand elles ne sont pas encore autorisées à travailler sur le territoire français, donc elles ont revenu zéro. Donc, des familles avec enfants, revenu 0 €, et ces gens ont besoin d'être soignés, ce qui fait que par rapport à l'aide médicale, elles ne l'ont pas toutes, et même si elles l'ont, il y a toujours une partie à verser au niveau des médicaments, et elles n'ont pas un centime. Donc du coup, elles ne peuvent pas se soigner. Et là, on commence à voir, en tous les cas, pour les familles suivies dans le cadre de ma délégation d'élus sur le territoire fontainois, on commence à voir des drames qui sont en train d'arriver. On n'est pas si nombreux, on n'a pas de rendez-vous, il faut attendre. Quand on a besoin chez le médecin, moi j'ai eu le cas, le médecin il était malade. Alors moi je vais le médecin un peu plus loin, j'étais très mal, et il dit mais vous n'avez pas de rendez-vous, il dit monsieur je suis malade, j'y reste. Il faut s'imposer, faire de la résistance, absolument. N'importe où, même chez les spécialistes, et on gagne. C'est pas la première fois que je gagne. Voilà. De la sécurité sociale, c'est un film qui est une leçon d'histoire, une leçon politique, et passionnant en plus. C'est un film de Gilles Perret qui sortira sur les écrans, donc à la rentrée. Je vous conseille vivement d'aller le voir, parce qu'en plus, ça génère du bonheur. 15-20 ans, qui détricote ce qui a été tricoté à la libération sur le programme de la résistance. Et dans tous les secteurs, c'est ce qui se passe dans l'éducation nationale. La première loi qui a attaqué l'éducation nationale, c'était la loi du père Debré, Michel, celui qui a voté, fait passer la loi qui subventionnait l'école libre. Ça, c'était le début.
Et partout, ils détricotent petit à petit. Et le souci, c'est de faire que la France ne soit plus le modèle qui servait à toute l'Europe et au-delà. Mais ça, il faut le démontrer, il faut qu'on l'affirme. L'affirmer, c'est-à-dire qu'il faut le démontrer, il faut reprendre toute l'histoire, la façon dont ils ont détricoté, ils continuent. La première attaque de la Sécu, c'est quand même, après les ordonnances du 4 octobre, au mois de décembre suivant, il y a déjà eu une proposition de loi de l'UMRP pour foutre en l'air l'ordonnance. Donc ils n'ont pas attendu. Et il faut aussi savoir que pendant 15 ans, c'est-à-dire de 1945 à 1960, c'est la classe ouvrière qui a géré la sécurité sociale. Et quand je dis elle a géré, c'est-à-dire du remboursement ou la gestion des personnels, etc. Donc ça montre bien la capacité de la classe ouvrière à gérer des choses importantes. Et ça, ça les emmerde profondément. Hein. Mais je voulais dire aussi deux mots sur... tu as évoqué le minima pour après le reste privé. Mais l'outil, il est déjà en place, hein, c'est la CMU. Parce que voilà, parce qu'elle a instauré un panier de soins, c'est-à-dire vraiment un truc minimum, et ça c'est le scélérat comme c'est pas possible. Hein. Et d'ailleurs la CMU était déjà dans le projet Juppé, mais elle n'a pas été mise en œuvre. Et parce que c'était ça justement, c'était la CMU pour tout le monde. Et donc je veux dire, c'est dans les tiroirs. Hein. Sur le tiers payant, moi il se trouve que j'ai écrit à ce moment-là un truc qui a fait le buzz. J'ai été insulté par 2 chirurgiens, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Hein. C'est pas... Par contre, j'ai eu le soutien d'un syndicat de médecins, ceux qui sont dans les centres de santé, par hasard. Voilà, donc c'est une bataille. Alors ça a été mis en avant, comme ça a aussi masqué tout le reste. Hein. Il y avait que ça de bien dans la loi, en même temps, le parti l'a défendu à juste titre, quoi. Hein. C'est un pas, quoi, c'est que ça. Dans les centres de santé, il y a le tiers payant, par exemple. C'est-à-dire que les patients viennent, rendez-vous avec des médecins. Il y a aussi des centres de santé pour les dentistes, par exemple. Il n'y a pas toutes les spécialités qui reçoivent en centre de santé. C'est principalement la médecine générale, les dentistes. Donc les patients sont reçus. Il y a un tiers payant. Généralement, il y a un secrétariat qui assure l'accueil des personnes. Ça permet aussi cet accueil d'aider les personnes. Alors maintenant, il n'y a plus les feuilles de soins à remplir, mais ça permet d'aider les personnes parce que c'est souvent des personnes qui sont un peu dans la difficulté. Et donc, elles vont au centre de santé et elles ont non seulement le soin, enfin la visite médicale avec les médecins, mais elles ont aussi un conseil auprès des assistantes qui sont donc là à l'accueil. Donc le centre de santé, c'est mutualiste, enfin c'est le tiers payant. Ce sont des médecins qui sont salariés. Alors, il y en a aussi qui font des vacations, mais quand ils font leurs vacations, ils sont salariés. Quand ils interviennent dans le centre de santé, ils sont salariés, donc ça peut être une commune. Dans nos grandes villes encore, où on a un peu de force en région parisienne, il nous reste quelques centres de santé. Ça peut être mutualiste, la mutualité par exemple, a encore quelques centres de santé. Et ça peut être, en Isère, il y en a un encore. À Échirol, il y en a encore, voilà. Oui. Voilà. Et donc, ça, dans ces établissements-là, ce sont des salariés. Que ce soit des médecins, des secrétaires, des dentistes. Ils sont donc salariés par la structure. Et les personnes qui viennent pour avoir un soin ont droit au tiers payant. Alors que dans la maison de santé, et c'est là où ils sont filous, parce que ça c'est quand même la droite qui a commencé à lancer ça, mais tout le monde s'y met un petit peu. Les maisons de santé, ce sont des lieux où les collectivités la plupart du temps vont construire, enfin vont mettre en place un endroit où il y aura des médecins, il peut y avoir des kinés, il peut y avoir des infirmiers, infirmières, libéraux, et les gens viennent et payent leur consultation aux médecins. Et là, il n'y a pas de tiers payant possible. C'est comme si on va dans un cabinet privé. Sauf que la collectivité a mis en place un endroit où on peut avoir plusieurs professionnels de santé regroupés. Et les professionnels de santé, évidemment, sont intéressés parce que ça se fait beaucoup dans les endroits où il n'y a pas assez de médecins, justement. Les collectivités, moi je ne jette pas la pierre aux collectivités qui font ça, hein, parce qu'il y a certaines collectivités, ça me fait penser un peu aux agences postales communales. C'est dans les endroits où il n'y a plus grand-chose. Et si les élus veulent maintenir un peu de population, veulent maintenir un peu de qualité de vie aux habitants de leur territoire,
eh ben, ils font ce genre de choses. Sauf que moi, je conteste ça parce que les médecins ne devraient pas avoir à être logés. Alors, ils doivent sans doute payer, tout dépend de la convention avec la collectivité, parce qu'en plus, chaque collectivité conventionne avec les personnels, avec les professionnels libéraux qui viennent dans la maison de santé. Et donc, chaque convention peut être différente. Il doit y avoir un loyer qui doit être payé. Mais parfois, il y a des collectivités qui mettent à disposition un secrétariat. J'estime quand même que les médecins libéraux devraient pouvoir ne pas bénéficier de ce genre de mesures. Parce que ces maisons de santé, elles sont mises en place par les collectivités. Ça veut dire que les patients qui vont se faire soigner dans ces maisons de santé, ils payent 2 fois le service. Ils payent le médecin et avec leurs impôts, ils payent l'installation, quoi. Donc je trouve quand même que là, d'un point de vue de la santé publique, enfin de la santé, il y a quelque chose qui me dérange. Donc c'est pour ça que nous, on défend les centres de santé et on dit aux collectivités, si vous voulez faire ce genre de choses, passez par un centre de santé. Vous salariez les médecins. Après, c'est pas la même organisation, c'est compliqué. Enfin, c'est sûr que c'est pas aussi facile que de mettre en place une maison de santé pour des collectivités. Je comprends, tu vois, mais quand même, il y a une réflexion à mener, je crois, beaucoup plus large. Et je crois qu'il faut qu'on recommence la bataille qu'on a menée et qu'on mène moins, nous communistes, les centres de santé, pardon. Sur les centres de santé. Comme quoi on se fait. Et ils sont filous, hein. Ils sont filous, hein. Donc l'idéologie, voilà. Et on a lâché un peu la bataille, nous aussi, sur les centres de santé. Et je pense qu'il y a plusieurs batailles qu'on doit mener. Sur le CUMA aussi, Daniel le disait tout à l'heure. Mais sur les centres de santé, je pense qu'on aurait besoin d'y revenir un peu. Alors sur le tiers payant. C'est vrai, mais j'en ai pas parlé parce que comme ça a été un peu retoqué, ou pas dans sa totalité, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'intervention. Mais nous, la seule mesure qu'on a votée dans le texte, puisqu'elle a été adoptée quand même, hein, après elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel pour partie, mais la seule mesure qu'on a votée, le seul article qu'on a voté, en effet, c'était le tiers payant. Et je peux vous dire que le lobby des médecins, tu as été insulté par des chirurgiens, nous c'était devant le Sénat, tous les jours ils y étaient. Hein. Alors après, ils disent qu'ils sont débordés, mais devant le Sénat tous les jours, avec des tracts à tous les jours différents, pour bien nous dire qu'ils étaient présents, et voilà. Donc, et ils ne voulaient absolument pas parler de ce tiers payant. Or, nous, ce qu'on demandait, et ce qui était demandé dans la loi, c'était pas aujourd'hui c'est ce système, demain c'est le tiers payant, c'était une mise en place progressive pour permettre aux médecins de s'équiper, pour avoir le matériel qu'il faut. Enfin, on n'est pas non plus complètement à la ramasse. On sait bien que les choses, elles ne se font pas du jour au lendemain. Donc on demandait cette installation du tiers payant chez les médecins, mais c'était quand même pour les patients, et notamment pour ceux qui ne se soignent plus, parce que malheureusement, c'est de pire en pire. Je vous disais, les jeunes, 1 sur 2. Voilà. Donc le tiers payant, c'était une réponse quand même qui aurait pu être très satisfaisante pour beaucoup de patients. Et d'ailleurs, il y a déjà des médecins qui le pratiquent. Il y a d'ailleurs un syndicat des kinés, des pharmaciens. Il y a un syndicat de médecins, voilà, syndicat médecins généralistes, le SMG. Voilà, eux, ils étaient favorables au tiers payant parce qu'ils ont bien conscience de la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de leurs patients. Parce que ce sont les médecins généralistes. Ceux qui ne voulaient pas, en fait, le tiers payant, c'est pas tant pour tous ces arguments qui sont un peu fallacieux quand même de technique, c'est parce que ça démontrait le dépassement d'honoraires qu'ils pratiquent. C'est uniquement pour cacher leur dépassement d'honoraires. Donc, raison de plus pour nous, pour défendre le tiers payant. Voilà. Après, sur Claudine, sur l'AME et sur les migrants qui sont en fin d'allocation, c'est un point qu'on a essayé de dénoncer avec nos collègues au conseil départemental, mais c'est vrai que ça va pas là non plus dans l'idée d'une santé publique pour tous, et malheureusement ça risque même, et on va encore s'en prendre aux migrants, mais ça risque même d'apporter des problèmes de santé, parce que ces personnes qui ne peuvent pas se soigner peuvent avoir tu parlais, qui parlait de la tuberculose par exemple, ça peut être un retour de maladie qu'on pensait éradiquer, parce que ces personnes-là ne sont même plus prises en charge d'un point de vue de la santé publique. Donc je trouve que c'est dramatique et c'est vraiment une mauvaise mesure. La tuberculose revient liée à la misère. C'est connu dans les pays développés.
Après, le camarade au fond disait qu'il fallait dénoncer fortement tout ce qui est détricoté. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, de démontrer qu'en effet, aujourd'hui, on nous parle de modernité, mais en réalité, on revient à avant 1930, avant les premières lois sociales qui ont permis d'éradiquer un petit peu les systèmes assurantiels, mais encore que c'est vraiment la loi de la sécurité sociale qui a permis que ce soit un système basé sur la solidarité. Et ce qui est en train de se faire, c'est un retour au système assurantiel. Et donc c'est un retour à des choses qu'on avait pourtant réussies dans un moment de la France très difficile, parce qu'au sortir de la guerre, je ne crois pas que les caisses étaient vraiment très remplies, mais il n'empêche qu'on a réussi à mettre en place un bon système, quoi. Je peux me permettre. Et même, pas tout le monde le sait, ça, c'est que par exemple la caisse primaire, quand elle débite un mandat, au moment où elle le fait, mandat ou virement, elle n'a pas le premier centime. C'est-à-dire que dans les 3 jours qui suivent, il y a ça se fait. C'est extraordinaire, ça. Il y a à part la Sécu, personne ne peut faire ça. L'assurance maladie, il nous explique son système. À chaque fois, je ne pourrais pas le réexpliquer parce que c'est tout à la fois simple, mais tout à la fois incroyable parce que c'est un peu ça. C'est flux tendu, on va dire, mais pour les euros. Flux courant. Flux courant, voilà. Donc, il n'y a jamais de... Il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock d'argent puisqu'on cotise, mais si c'est pas, on ne le cotise pas pour nous parce que de toute façon, c'est d'autres qui vont l'utiliser, ceux qui sont malades et qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et nous, on cotise, et le jour où on en a besoin, et ben, on peut en bénéficier aussi, même si voilà, ça dépasse les cotisations qu'on a données. Puisque d'autres ont cotisé pour... voilà, c'est un vrai système de solidarité. Mais bon, oui, voilà, mais c'est cette idée-là, il n'y a pas de... comme dans les banques ou comme dans les assurances, il n'y a pas de côté où on met, enfin, on met de l'argent de côté. Quoi, et ça met à l'abri, d'ailleurs, des clashs financiers, cette affaire. Moi, je trouve intéressant que tu aies fait la différence entre une maison de santé et un centre de santé. Parce que nous, sur la section de Fontaine, il faudrait qu'on vérifie par rapport ce qui était prévu au projet politique. Est-ce que c'était dans ce que Jean-Paul proposait, maison de santé ou centre de santé? Avant de faire des hypothèses, je crois qu'il faut qu'on vérifie et puis qu'il faut qu'on anticipe parce qu'il ne faut pas laisser faire. Alors après, ce que je vous disais, c'est pas facile aujourd'hui de créer un centre de santé parce que c'est une organisation, la Sécu, enfin tout le reste, ils vont mettre des bâtons dans les roues à tout le monde pour qu'on n'arrive pas à un centre de santé. Les ARS aujourd'hui, les super préfets tout puissants, ils poussent aux maisons de santé. Et ils vont donner des aides financières si vous faites une maison de santé. Que si vous faites un centre de santé, ils vont vous laisser dans la mouise. Aux gens, parce que les gens, ils ne vont pas avoir le même service derrière. Ils n'auront pas le même service. Donc un centre de santé, ça peut leur répondre à leur envie. Et en plus, ils ont envie d'être salariés. Parce que justement, les journées de médecins, enfin ça existe plus vraiment, nos médecins de campagne de l'époque, où ils étaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement. Les jeunes médecins aujourd'hui, ils aspirent à avoir une vie sociale aussi. Et ils ont raison d'ailleurs, je ne vais pas les en plaindre, c'est aussi l'évolution de la société. Et du coup, une réponse en centre de santé, ça peut leur convenir. Il faut qu'on travaille ça. Michel, à un moment donné, rappelle-toi, et tu t'en rappelles bien, toi, tu avais poussé un coup de gueule par rapport à une intervention de Patrick Leharic par rapport aux mutuelles. C'était, je crois, la fédération. Alors, rappelle-nous un petit peu, je pense qu'il y avait eu une erreur, il y a eu un contresens, une erreur d'interprétation, ou alors il y avait quelque chose qui n'était pas clair, et que tu étais intervenu dans l'humain, d'ailleurs, dans le courrier des lecteurs. Tu peux nous rappeler l'événement? Ils avaient donné Attends, je pose ma question, et puis après il me tait. La deuxième, c'est dans l'état actuel, dans l'état actuel de la société, quelles sont les mesures les plus urgentes qui sont nécessaires et quelles sont les mesures nouvelles? Parce qu'on a parlé d'adaptation, la société évolue, on dit comme la même chose, on est comme le patronat, nous on dit que la société évolue et qu'il faut être à l'écoute de la société. Quelles sont les mesures nouvelles? On n'a plus l'habitude de réfléchir parce qu'on est toujours sur la défensive et on ne pense pas qu'on pourrait encore faire avancer le système de protection, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le milieu social.
quelles sont les grandes idées à développer, à porter pour l'évolution, pour s'adapter à l'évolution? La mutualité, c'est jamais construit contre la Sécu. Alors, et puis, plus bas dans la page, un petit article de Yari qui disait ouais, les valeurs de la mutualité, on les partage. En plus, il s'agissait de la mutualité française. Hein. Je ne vous rappelle pas l'histoire. Le machin du travail de Pétain, ils se sont battus contre la sécurité sociale. Alors, pas ceux qui sont là maintenant, mais cette organisation-là. Alors qu'ils ne nous donnent déjà pas des leçons, mais que l'humain ne réagisse pas à ça, c'était insupportable pour moi, quoi. Donc j'ai écrit là-dessus, j'attends toujours la réponse. Hein. J'ai fait un courrier personnel à Yari, qui a même quelques responsabilités dans l'humain. Moi je pense qu'il faut pas qu'on... Je sais, mais je connais la raison. Hein. C'est vrai pour les syndicats, les mutualistes, ils prennent des stands dans les congrès, ça veut dire qu'ils vendent. Et bien tant pis, un jour, il va peut-être falloir qu'on remarche sur les pieds et pas sur la tête. Hein. Parce que sur chaque recul de la sécurité sociale, la mutualité prend des parts. Et aujourd'hui, il n'y a plus une mutuelle qui est sur les bases de la Sécu, c'est-à-dire on paye selon ses revenus et on a ses besoins. Maintenant, on s'assure pour un niveau de protection. Et ça va jusqu'à 7. Donc je veux dire, qui c'est qui peut se payer ça aujourd'hui, hein? Et puis c'est de l'argent qui, si, même en supposant, s'il était mis à la Sécu, il serait beaucoup plus efficace. Je vais vous donner une citation parce que je l'ai sous les yeux, hein, maintenant je me déplace plus sans ça. Croizat, qui a fait un discours à l'Assemblée nationale le 2 juin 1946. L'unité de la sécurité sociale est la condition nécessaire de son efficacité. C'est toujours vrai. Hein. Donc si on éparpille les trucs, là, et y compris en 67, quand ils nous ont séparé les machins, quel intérêt? Jusqu'à là, quand il y avait besoin, c'était le même financement. Et même avant, si on remonte avant, il n'y avait qu'une cotisation qui allait... et puis c'était réparti après. Les caisses primaires encaissaient les cotisations. Non, et ça marchait. Ça fonctionnait. Et je vous engage à regarder un peu en 2004 le graphique pour l'assurance maladie. Hein, parce que plus ils font des trucs, plus c'est compliqué. Et plus ça coûte. Parce qu'il faut payer chaque fois un directeur à ces machins-là. On a intérêt, nous, à attraper ça par ce bout-là. Hein. Sur la CMU, je voudrais quand même encore rajouter un mot, puis après je vais ce qui a été mis en avant, c'était permettre l'accès aux soins d'une population qui... C'est faux. Parce que les conseils généraux, alors c'est pas forcément leur mission, hein, faisaient déjà ce boulot-là. Et pour une douzaine de départements, quand on est passé à la CMU, c'était moins bien pour les assurer. Alors on va leur expliquer après que c'est bien de... Alors c'est vrai que c'était bien de regagner la Sécu, mais pas comme ça, pas faire une Sécu dans la Sécu. Et je regrette que nous, moi je ne l'ai pas défendu, mais je suis dedans, hein, j'assume qu'on ait défendu cet aspect-là. Hein, parce que c'est un truc, c'est une cata. Et en plus, ça crée des tensions. Et ouais, mais ils ont la CSU, ils ont tout gratuit, ils se font refaire toutes les dents. Où c'est qu'ils ont vu ça? Non, mais il y a ça qui circule. La vraie solution, c'était la Sécu pour tout le monde, ce que voulaient les initiateurs de la Sécu. Quoi. Et pour le coup, on a un peu oublié tout le combat des communistes à l'intérieur de la CGT et des CGTistes, même non communistes, pour nous créer la Sécu. Pendant 10 mois, il y a uniquement la CGT qui a bossé pour le mettre en route. C'est d'ailleurs dans le film, le copain il le rappelle, hein, à juste titre. On a perdu ça un peu de tout ça. Et pour revaloriser l'utilité du Parti communiste aussi, quand on a fait ça, il faut s'y rappeler, c'était dans des conditions, on avait Croizat, mais on avait 1 million d'adhérents, on faisait 26% aux élections, et il faut qu'on transmette ça. Hein. Vous voulez, comme une fois sur le statut des fonctionnaires, pareil, Thorez et Le Boers. Je disais, vous voulez des meilleurs statuts? Plutôt que criquer les fonctionnaires voter communistes, vous avez meilleurs statuts. Voilà, je m'arrête parce que si on n'enlève pas les pieds, après... D'accord, pour qu'il y ait ces complémentaires obligatoires. Et les complémentaires obligatoires, elles sont basées sur un panier de soins. On en revient toujours à ça, mais un panier de soins minimum. Et dans certaines entreprises, ça s'est traduit par une diminution en fait, du panier de soins. Parce que dans certaines entreprises,
Ça existait déjà, la complémentaire d'entreprise. Ça avait été négocié par les organisations syndicales dans l'entreprise. Et bien souvent, c'était même plutôt 60-40, 60 employeurs, 40 salariés pour cent. Et là, c'est 50-50. Donc voilà, c'est le complémentaire obligatoire. Sincèrement, ils nous ont vendu ça. Ils ont vendu ça au moment de la vie, mais nous, on n'y était pas favorables à ce truc-là. Mais bon. Alors, sur les mesures urgentes, d'abord, moi, je crois qu'il faut arrêter la politique d'austérité, de baisse des diminutions d'argent public. Il faut arrêter de diminuer le budget de la santé, le budget des hôpitaux. Sinon, on court à la catastrophe. Là, on frôle, mais même dans certains hôpitaux, c'est la catastrophe. Hein, mais il faut arrêter cette baisse systématique des dépenses d'argent public. Voilà, on est contre cette politique d'austérité. Je crois que c'est là-dessus où il faut qu'on arrive à faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens que l'argent public, c'est nos hôpitaux, c'est nos écoles. Je parlais des écoles, c'est nos forces de police. Alors bon, en ce moment... on est bien employés, mais n'empêche que c'est aussi nos forces de police quand même. Hein, voilà, c'est les missions régaliennes de l'État. Hein, et voilà, c'est nos fonctionnaires dans les collectivités. C'est dans nos écoles aussi eh ben, les ATSEM, les personnes qui s'occupent des cantines. C'est aussi ça l'argent public. Donc diminuer sans cesse le budget de l'État, ça ne peut que conduire à des catastrophes. Tout ça, on se demande un peu pourquoi, parce que de toute façon, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Donc la première mesure, prochaine loi de finances, il faut revenir sur cette politique d'austérité. Ce qu'on essaye, nous, à chaque fois, un peu seul, mais voilà. Bon, on sait que ça va être compliqué à obtenir. Alors, quelle autre piste? Eh bien, on peut élargir l'assiette des cotisations. Aujourd'hui, les cotisations, elles sont assises sur les richesses créées dans l'entreprise. Et du coup, elles sont assises sur les salaires. Partie patronale, partie salariale. Pourquoi pas imaginer une cotisation assise sur les revenus financiers? Voilà. Tout ce qui est reversé en dividendes. Alors, certains vous diront oui, mais c'est pas des cotisations, c'est une taxe, et du coup c'est... Mais non, on n'a qu'à... Voilà, on a été capable de faire des cotisations sur les salaires, on doit bien être capable de faire des cotisations qui rentrent dans les pièces de la protection sociale et qu'on met sur la protection sociale. Parce qu'évidemment, si on met une taxe sur les revenus financiers, les taxes n'étant pas affectées, elles pourraient aller un peu n'importe où dans le budget de l'État. Non, nous, ce qu'on demande, c'est que les revenus financiers créés par le travail, eh bien, cotisent, soient mises à contribution de notre système de protection sociale. Que toutes les richesses créées par le travail, que ce soit les salaires, que ce soit les revenus financiers, voilà, ça les soit, richesses créées par le travail. Voilà, il y a une cotisation qui soit aussi sur ces richesses-là. Et alors, je dois avoir les chiffres parce que c'est une proposition qu'on fait régulièrement. Voilà, les revenus financiers, en 2013, c'était 326 milliards d'euros. Avec le taux actuel de cotisation sociale employeur, si on mettait le même taux de cotisation employeur sur les revenus financiers, ça serait 87,45 milliards, non c'est pas possible, milliards d'euros de recettes. Milliards, moi j'arrive pas quand il y a trop de zéros, voilà. Milliards d'euros de recettes supplémentaires. Imaginez, il y a 11 milliards de déficit par an à la Sécu. Là on en a 87 qui nous tombent comme ça. Donc le déficit, non seulement on fait vite pour le résorber, mais en plus on a des moyens nouveaux pour notre système de protection sociale. Ça nous permettrait de supprimer les franchises sur les médicaments, ça nous permettrait de supprimer les forfaits hospitaliers, ça permettrait de rembourser les médicaments dont on a besoin et qui sont en cours de déremboursement. Voilà, donc ça, ce serait une proposition qui pourrait être très vite mise à l'œuvre et qui rapporterait beaucoup. Une autre proposition pour apporter également un peu plus d'argent dans les caisses de notre protection sociale, eh bien, ce serait de moduler les taux de cotisation en fonction de la politique d'emploi et de salaire dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus pénalisés aujourd'hui, c'est vrai, dans les entreprises, c'est là où il y a beaucoup de salariés. Parce que du coup, ils ont une grosse participation de cotisation patronale. Et en même temps, c'est pas juste, parce que c'est là où il y a le plus d'emplois.
Par contre, dans certains établissements financiers, où il n'y a pas beaucoup de salariés mais beaucoup d'argent, eux, ils ne cotisent pas beaucoup. Donc moduler les cotisations en fonction de la politique salariale d'une part et de la politique de l'emploi d'autre part dans chacune des entreprises du pays. Et faire en sorte que les cotisations ne soient pas un argument pour délocaliser nos grosses entreprises, je dis bien un argument, pour délocaliser une partie de l'activité industrielle de notre pays. Donc là, également, on n'a pas calculé parce que c'est un peu compliqué à calculer, mais ça, c'est une proposition qui pourrait être intéressante à mettre en œuvre. D'une part, ça obligerait aussi les entreprises à réfléchir autrement sur leur politique salariale et sur leur politique de l'emploi, et ça permettrait peut-être de relocaliser des emplois industriels dans notre pays. Donc ça pourrait avoir ces deux conséquences-là. Voilà. Sur notre caisse de protection sociale et sur la relocalisation éventuelle d'entreprises. Et puis surtout, on en parle beaucoup avec l'affaire de Panama Papers aujourd'hui, mais l'évasion fiscale, la fraude fiscale patronale, il serait temps qu'on s'y penche sérieusement dessus. Oui, mais il y a des alertes. Il y a des alertes, mais là, du coup, il faudrait qu'on s'y mette vraiment. Oui, mais ils sont sanctionnés. Ceux qui sont alertes. J'ai d'autres propositions à vous faire, mais après, voilà, on en débattra. J'ai d'autres propositions à vous faire. Des propositions, c'est aussi le renforcement du rôle de la médecine du travail. C'est à l'inverse de ce qu'on va. C'est à l'inverse de ce qui se met en œuvre. Une prise en charge donc à 100%, c'est ce que je vous disais, et la suppression donc des franchises. La modification de la gouvernance du système, on en parlait tout à l'heure, il y a quelques années en arrière, les organisations syndicales avaient la possibilité, avaient la main sur notre système. Aujourd'hui, il n'y a même plus de conseil d'administration. Création d'un pôle public du médicament. Là aussi, quand on voit Sanofi, les sommes d'argent que Sanofi touche au titre du crédit impôt compétitivité emploi et le nombre de licenciements qu'ils font, et le prix et les dividendes qui sont reversés aux actionnaires, un pôle public du médicament serait quand même le bienvenu. Et puis, quand même, meilleur remboursement pour les lunettes. Parce que voilà, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui comme moi, quand on sait le prix que ça coûte, voilà, c'est quand même pas normal. Et des prothèses dentaires. Voilà. Y compris les dents, tout ce qui est prothèse. Meilleur remboursement donc, pour la lunetterie, les soins dentaires, mais aussi l'audition. Et donc, tout ce les qui est appareils prothèse. auditifs. Voilà. Et enfin, allons-y, soyons fous. Nous, on demande l'abrogation de la loi HPST, en tant qu'affaire, parce qu'il nous semble que avant cette loi, ça nous permettrait d'abroger également la loi Touraine. Au passage, on balayerait tout ça et on reviendrait quand même si ce n'était pas parfait, on serait en capacité de faire des propositions pour améliorer notre système de santé, au moins si on supprimait ces deux lois. Voilà un petit peu pour les propositions, et il y en a certaines, sincèrement, si on s'y met un peu, peut-être qu'on peut arriver à faire grandir l'idée, et peut-être qu'on pourrait faire grandir l'idée de la cotisation sur les revenus financiers, de la modulation des cotisations patronales. Moi, je pense que ça peut être intéressant. L'implantation aussi des médecins, un peu plus de mesures coercitives à leur égard. Voilà. Et je reviendrai sur ce que disait aussi Daniel tout à l'heure sur la rémunération des médecins libéraux, parce qu'ils se targuent d'être des libéraux, mais quand même, heureusement qu'il y a la Sécu. Heureusement qu'il y a la Sécu, parce que sinon, je ne sais pas comment ils vivraient. En tout cas, pas aussi bien que certains d'entre vivent, pas tous, parce qu'il ne faut pas tous les mettre non plus dans le même sac, mais ceux qui hurlent le plus, notamment ceux qui ont hurlé contre le tiers payant, eh bien, je pense que s'il n'y avait pas les sécu, ils ne vivraient pas comme ils vivent aujourd'hui.